Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir, Sandrine Rousseau. Avec plaisir. C'est un nouveau format que je lance. J'ai fait plein de vidéos politiques, des documentaires politiques, et je lance un format Visiteurs du soir. Je vais rencontrer les personnalités politiques sur leur lieu de travail, leur lieu de pouvoir, entre guillemets. C'est un bien grand mot. Et j'ai dit, je commence avec Sandrine Rousseau. On se connaît absolument pas, on ne s'est jamais parlé. J'ai dit, je commence avec Sandrine Rousseau, et tout le monde m'a dit, mais t'es fou, pourquoi tu commences avec Sandrine Rousseau? Pourquoi les gens ils disent, T'es fou? Ouais, t'es fou quand tu vas parler à Sandrine Rousseau. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est vrai que vous êtes un peu une personnalité politique un peu haute volée, vous vous laissez pas faire, vous parlez, et vous avez cette image. Ça vous dérange pas d'avoir cette image à chaque fois? Écoutez, je pense que... je sais pas ce que je dérange, mais je dérange un truc. Ça me semble assez évident. Vous le sentez? Ah oui, je dérange quelque chose. Et je dérange quelque chose, je pense même dans l'intimité des gens, quoi. C'est-à-dire que c'est comme s'ils ne pouvaient pas se débarrasser de moi, vous voyez. Ils font leur barbecue le week-end et puis ils ne peuvent pas se débarrasser. Vous allez revenir dans la conversation par rapport au barbecue du week-end. On va dire, elle avait dit, le barbecue, c'est... Non, mais je pense qu'il y a un truc un peu comme ça. C'est-à-dire je touche des points qui sont un peu sensibles chez les gens. Je m'appelle Alex, j'ai 35 ans. Je suis journaliste politique, je fais plein d'interviews. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, en 30 secondes? Je suis Sandrine, j'ai 51 ans, je suis enseignante chercheuse en économie au départ et maintenant députée écologiste. C'est cool d'être députée, objectivement? Cool, je dirais pas ça parce que c'est une charge de travail très, très importante. Après, c'est très intéressant. Très important, vous vous attendiez pas à ça quand vous êtes arrivé à l'Assemblée nationale? Non, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas, il y a plein de choses que j'ai découvertes et la chose que j'ai la plus découverte, c'est que quand on est député d'opposition, comme je le suis, on a beaucoup les ors du pouvoir. Alors, on a des dorures partout. Alors là, la salle n'est pas très représentative de ça, mais enfin, dès que vous sortez dans le Palais Bourbon, vous avez des dorures partout. Donc, il y a les attributs du pouvoir, voilà. Et en fait, député d'opposition dans la Ve République, on n'a pas tant de pouvoir que ça. On a un pouvoir de contestation par la parole, par l'attitude, par les amendements, mais en fait, dans les faits, on a très peu de pouvoir. Et pourquoi? Parce que c'est la majorité qui décide, parce que on donne très peu de place à l'opposition finalement à notre pays? Parce que déjà le Parlement a très peu de place. On est un des parlements qui a le moins de pouvoir des démocraties modernes, je dirais. Et puis si on a un président de la République omnipotent, omniprésent, comme on l'a actuellement, en fait le Parlement ne sert que de chambre d'enregistrement le plus souvent. Alors des fois on arrive quand même à faire des coups d'éclat, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est cette semaine, lundi? Cette semaine, oui. Lundi, on est à l'Assemblée nationale, il y a eu une motion de rejet. Donc ça veut dire, en gros, vous n'avez même pas voulu, vous, Europe Écologie Les Verts, le Rassemblement national, la France Insoumise, vous n'avez pas voulu parler d'immigration. C'est ça qui s'est passé. On n'a pas voulu... Sur ce projet de loi qui était amené par la majorité, j'entends. On n'a pas voulu offrir pendant 15 jours une tribune... libre à celles et ceux qui avaient les propos les plus racistes, les plus xénophobes, à ceux qui étaient dans l'indécence humaine, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre l'autre comme un humain, comme n'importe lequel, avec des droits, et puis une solidarité nécessaire en fait. Et les débats en commission avaient laissé entendre que le débat en hémicycle serait très chaud. Et du coup, il n'aura pas lieu normalement, parce qu'il y aura une commission mixte paritaire. Pour raconter un peu une commission mixte paritaire, c'est quoi? En fait, un texte doit être voté par les deux chambres, c'est un système bicamériste. Et quand un texte est voté de manière différente au Sénat et à l'Assemblée, ou quand il est rejeté dans une des deux chambres, en fait, on fait une commission avec moitié de sénateurs, moitié de députés, pour trouver un texte qui fasse consensus. D'accord. Et là, il va revenir du Sénat, où la majorité est de droite. Vous n'avez pas peur qu'il revienne un petit peu plus durci? S'il revient plus durci, je ne suis pas sûre qu'il soit voté en hémicycle. Donc en fait, parce que s'il est durci et qu'il est voté en CMP, donc en commission mixte paritaire, il sera tellement à droite qu'à mon avis, il ne peut pas passer dans l'hémicycle. Mais vous savez, la politique, c'est un peu un jeu d'échecs. Non mais c'est vrai. On bouge les pions, on en bouge un là, on voit ce qui va se passer, on essaye d'anticiper 3 coups à l'avant. Depuis 2022, on n'arrive pas à avoir beaucoup de lois en France à être votées. Il y a vraiment une scission dans le pays, vous le sentez, vous, à l'Assemblée nationale, qu'il y a une séparation, que finalement, il y a deux France qui ne se comprennent plus? Il y a pas mal de lois qui ont été votées. Il y a la loi sur la retraite. Sur les grosses lois, vous voyez, la retraite, elle est passée, avec 49.3. perte et fracas. Ouais. Ça n'a pas été voté, tout ça. Il y a plusieurs France qui s'affrontent, ça c'est sûr.
Mais justement, l'important, c'est de retrouver l'espèce de récit national, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on est une société? Et moi, je suis tout à fait contre l'idée que ce qui fait qu'on est une société, c'est uniquement un drapeau. C'est-à-dire, c'est avant tout un système social, c'est avant tout des services publics, un système d'éducation, un système de santé, un récit aussi de l'histoire. Et la France n'est pas une espèce, et c'est ça que moi je trouve très dérangeant dans la manière dont est abordée la question migratoire, c'est qu'on a l'impression qu'on est une espèce qu'on est menacé sur une île par un grand remplacement, par des grands méchants qui sont les grands violeurs, les grands voleurs, etc., qui viennent là pour profiter. La France n'a jamais été une île déserte au milieu d'un océan. La France a toujours eu des frontières, et donc ces frontières vont toujours laisser passer des gens, et finalement l'histoire de la France est métissée. Je crois qu'il y a un Français sur 3 ou une Française sur 3 qui a un grand-parent étranger, ce qui est énorme, énorme. Enfin, je veux dire, je vois même pas comment on peut se penser comme une espèce de peuple pur qui serait attaqué par d'autres. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est ça le récit qui est en train d'être installé par l'extrême droite. C'est l'idée qu'on serait grand remplacé, comme si, en fait, nous avions une espèce d'homogénéité qui serait menacée par l'extérieur. Et ça, vraiment, c'est très dangereux, en fait. Hein. C'est très, très dangereux. Moi, j'entends tout ce que vous dites, mais ça veut dire qu'on va même pas débattre de l'immigration à l'Assemblée nationale. C'est un peu dommage quand même qu'il n'y ait même pas de débat. Pour dire ça d'ailleurs, pour dire ça, c'est votre avis. Moi je veux bien qu'on débatte de l'immigration, mais je voudrais aussi qu'on fasse un peu le bilan des lois précédentes et des problèmes, s'il y en a qui se posent aujourd'hui. Or, on a une loi tous les 18 mois en France. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a même pas le temps de l'appliquer, parce qu'une loi, en 18 mois, elle n'a pas le temps d'être appliquée et d'en voir les effets, qu'on en fait tout de suite une autre. Et en fait, aujourd'hui, l'immigration, ça sert de sujet que j'appelle un cache-sexe de plein d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'on met ce sujet-là quand le gouvernement se sent un peu faible, par mesure électoraliste, pour aller chercher un électorat. Et franchement, la France mérite mieux. Vous ne pensez pas que c'est une priorité pour les Français ? L'immigration, je dis pas que c'est la priorité parce que c'est la 4e. Je crois d'abord vous avez la santé avant et d'autres thématiques. C'est quand même une priorité. Moi, j'aimerais savoir ce qu'est la priorité derrière l'immigration. C'est-à-dire, est-ce que pour eux, c'est l'emploi ? Et dans ces cas-là, la priorité, c'est l'emploi. Est-ce que c'est la santé, la sécurité? Et dans ces cas-là, on parle de santé, on parle de sécurité. Mais en fait, imaginez la figure de l'étranger comme piquant les emplois, comme abusant d'un système de... C'était ce que vous entendez dans ce projet de loi? Dans ce projet de loi, alors qu'on parlait de donner la nationalité française pour les métiers en tension, c'était quand même un bon article. L'article 4. Il y avait aussi, par exemple, le fait qu'on n'accordait pas de protection sociale aux personnes étrangères. Oui. Voilà. Il y avait aussi le fait qu'à 18 ans, alors qu'un mineur était arrivé en France mineur avant l'âge de 13 ans, de 18 ans, à 18 ans, il n'avait pas la nationalité. Et puis derrière, c'était une espèce de suspicion généralisée qu'il venait profiter de notre système. Moi, je me souviens de la discussion sur les étudiants, c'était lunaire. Il fallait que les étudiants étrangers déposent 7 000 € en banque sous forme de caution pour suivre des études. Chaque année, il y avait la vérification que c'était des études réelles et sérieuses. Et en fait, c'est un harcèlement administratif. Et derrière ça, et c'est là aussi qu'est l'hypocrisie, c'est qu'un Rassemblement national, par exemple, ne voulait pas voter des amendements qui contrôlaient les employeurs qui utilisaient de la main-d'œuvre étrangère. Il ne voulait pas contrôler les propriétaires de logements qui louaient des logements indécents aux personnes étrangères. Donc en fait, oui, dans les métiers en tension, aujourd'hui, on exploite énormément les travailleurs étrangers, les salariés étrangers, bien sûr. Qui mériteraient d'être français. Mais bien sûr, absolument. Mais aujourd'hui, on peut le faire. On peut les régulariser. En fait, on n'a pas besoin de cette loi. Mais non, c'est très très dur, objectivement. Mais non, c'est pas du tout dur. Il suffit juste de dire qu'on régularise les personnes qui travaillent depuis plus de 3 ans, et puis c'est tout. Aujourd'hui, à faire concrètement, c'est compliqué. Mais non, c'est pas du tout compliqué. Non, mais si on fait voter une nouvelle loi. Non, même sans la nouvelle loi, il suffit de dire qu'on régularise les personnes qui travaillent, de demander aux personnes des fiches de salaire depuis 3 ans, ou 1 an, ou 5 ans, et puis on régularise. Enfin, c'est assez facile. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué, je pense. Mais bon, pas... Non, pas du tout. Je vous assure que non. Mais vous voyez, là, c'est très bien le débat qu'on a. Vous auriez pu dire tout ça en débat. Mais on l'a dit en commission. En commission, ouais. Mais ça ne s'est pas affiché auprès des Français. C'est un peu dommage de se passer d'un débat comme ça. Et après, voter contre si le texte ne plaît pas. Et moi, je dis aux Français et Françaises...
il y a une chose à retenir, c'est que, tous vos problèmes ne viennent pas des étrangers. Mais ça, je pense que quand même, il y en a un paquet qui le sait. C'est pas ce que je vous dis, c'est par rapport au débat en lui-même. Mais le débat, il a eu lieu au Sénat, il a eu lieu en commission. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. D'accord. Mais là, ce qui s'annonçait était vraiment 15 jours de suspicion de personnes qui, par ailleurs, travaillent. Et moi, je voudrais dire quand même que, par exemple, dans le couloir de mon bureau à l'Assemblée nationale, la personne qui fait le ménage est une personne étrangère. C'est incroyable. À l'Assemblée nationale. Donc, en fait, on le sait qu'on en a besoin de ces personnes et que ces personnes participent de l'activité de la France. On le sait. Elles sont là, elles sont sous notre nez, là. Elles sont présentes. Et d'ailleurs, la personne qui fait le ménage dans mon couloir, elle a mal au bras et elle n'arrive pas à avoir de pension d'invalidité parce que justement, comme elle a travaillé en tant qu'étrangère, elle n'a pas tous ses droits, etc. Donc en fait, on le sait que ces gens sont exploités. Donc on pourrait très bien faire des mesures qui ne soient pas des mesures de suspicion, mais au contraire des mesures de protection. Vous dites qu'un texte comme ça ferait montrer le Rassemblement national. Bon, je ne sais pas s'il a besoin de ça pour monter le Rassemblement national, sans doute que ça y participe, et puis c'est la vie politique en quelque sorte, mais vous avez voté la motion de rejet avec eux. D'ailleurs, c'était la vôtre, motion de rejet, qui a été tirée au sort, parce qu'il y a eu 3 motions de rejet déposées. Vous avez voté la motion de rejet, alors je dis pas ensemble, mais il se trouve que vous avez voté conjointement cette motion de rejet, avec les LR aussi. Ça vous fait pas un peu chier, ça vous embête pas un petit peu, ça qui vote votre motion de rejet? Évidemment que ça me fait chier, comme vous le dites. Évidemment, mais c'était notre motion de rejet, on l'a déposée. Vous avez voté la motion de rejet, c'était jamais. Celle d'accord. Si c'était le RN qui l'avait déposée, jamais. Et celle des LR, vous l'auriez voté? Non. D'accord. Non. Et je rappelle quand même que 50% des textes qui sont votés à l'Assemblée sont votés par la majorité Renaissance, donc d'Emmanuel Macron, et par le RN ensemble. Bon, c'est très intéressant. Non, objectivement, je trouve ça très intéressant et très instructif de comprendre comment ça se passe et comment vous avez voté cette motion de rejet. Par contre, après, j'ai vu, c'est quelque chose qui va vous énerver, on vous l'a dit, je pense, votre tweet. Non, ça, sérieux. Vous regrettez pas ça, le tweet, chier? Objectivement. Vous vous dites pas, ouais, bon, c'est peut-être le truc en trop. Ça sert à rien en vrai, non? C'est pas tant sur le mot, c'est juste même sur l'attitude. Moi, je m'en fous du mot. C'est plus sur l'attitude, vous voyez. C'est dire, on est à l'Assemblée, les politiques, tout ça. Je trouve que ça fait... Enfin, bon, déjà, mon opposition à Gérald Darmanin, elle date d'il y a très, très longtemps. Donc, c'est une histoire ancienne. J'ai pas souvent des victoires sur Gérald Darmanin, donc permettez que de temps en temps je en profite. Et puis, en fait, moi je trouve que Gérald Darmanin, précisément parce qu'il a dit à Marine Le Pen qu'elle était trop molle, qu'il a dit de multiples fois que Mélanie était elle aussi trop molle, qu'en fait, à un moment donné, on peut pas jouer avec les allumettes comme ça tout le temps, sauf à mettre le feu. Et là, on l'a un peu empêché de mettre le feu. Donc, Oui, mais moi je vous dis pas que vous vous réjouissiez. Pourquoi pas? Et encore, bon, moi ça me gêne qu'il n'y ait pas de débat, mais c'est moi, parce que j'aime bien ça et j'aime la politique. Oui, si la question c'est est-ce que je le referai aujourd'hui, 3 jours après, non, mais c'était sur le moment, ça venait d'être voté, franchement j'étais contente et oui, je l'ai fait. Et justement, je vous le disais au début de l'interview, on me dit, ouais, tu vas aller interviewer Sandrine Rousseau. Des fois, vous vous dites pas que vous êtes trop dans la provocation. C'est un style que vous vous donnez ou c'est vous? Vous êtes comme ça? Je pense chanter dans l'hémicycle, on parlait du barbecue tout à l'heure, ces phrases-là. Mais peut-être que vous le prenez comme une provocation, mais derrière, ça dit quelque chose. Non, mais ça dit quelque chose. C'est-à-dire que quand je parle du barbecue, je parle d'un sujet qui est extrêmement important, qui est comment on diminue notre empreinte carbone. Et il faut diminuer la viande. Si on veut diminuer la viande, il faut s'interroger sur pourquoi on la consomme. Oui, faire le barbecue, c'est... À la fois, c'est une représentation virile, c'est un moment, voilà. Et donc, voilà, il faut qu'on s'interroge sur pourquoi on mange de la viande, quand est-ce qu'on en mange et qu'est-ce qu'on veut garder dans cette consommation de viande. Parce que je rappelle qu'il faut diminuer de 80%, ça veut dire qu'on en garde 20%. Si dans les 20% que vous voulez garder, il y a le barbecue, vous gardez le barbecue. Sachez juste que les femmes font la salade dans la cuisine pendant que les mecs font le barbecue, ça permet quand même de faire un peu évoluer les choses. Après, sur la provocation, moi je trouve surtout, ce qui m'a vraiment frappée depuis que je suis revenue en politique, c'est que moi j'utilise des mots qui sont issus du monde militant et du monde de la recherche. Par exemple, la virilité du barbecue, c'est un truc qui vient à la fois de la recherche et des mondes féministes. Comme le droit à la paresse, d'ailleurs, qu'on vous a beaucoup reproché. Le droit à la paresse, sur lequel j'ai travaillé en tant qu'économiste.
Et en fait, mettre ces mots qui sont des mots du monde de la recherche et du militant dans le monde politique, ça a tout de suite fait un espèce d'effet comme ça. Et en fait, ça pose question, c'est pourquoi le monde politique est-il en vase clos sur lui-même, comme ça, pour être imperméable à ce point-là aux mots militants et aux mots de la recherche. Voilà, parce que je vous avoue que quand j'ai posé par exemple la question de la déconstruction ou la question du droit à l'appareil, je m'attendais quand même pas à ce que ça fasse un psychodrame à chaque fois. Le barbecue, mais parce que c'est des notions grand public, vous pensez? Ça intéresse le grand public, le barbecue? Moi par exemple, je vais vous dire un truc, hein. Ça reste entre nous, j'ai jamais fait un seul barbecue de ma vie, jamais. Très bien. J'y ai participé, mais je l'ai jamais allumé. Et pour moi, ça n'a jamais été un symbole de virilité. Et pourtant, vous voyez, j'ai le nez, je joue au rugby, enfin tout ce que vous voulez. Ça n'a jamais été un symbole pour moi de virilité de faire un barbecue. Je vous le dis. Donc il y a peut-être une partie des hommes qui se sont dit, ouais, bon, non, c'est pas un symbole de virilité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, tous les barbecues auxquels j'ai jamais vu de femme en faire. Voilà, c'est ça. J'ai jamais vu une femme faire un barbecue. Alors, je sais qu'il y en a, hein, mais j'en ai jamais vu. Et par ailleurs, depuis que j'ai dit ça, je reçois quand même beaucoup de photos de barbecue, d'hommes à côté du barbecue. Mais derrière, c'est pas tant le barbecue en lui-même que le fait que c'est la maîtrise du feu, le sang, etc. Donc, en fait, c'est un rapport à la viande qui est une représentation. La viande, elle a la représentation de donner de la force, de donner voilà, de la puissance, en fait, quand les légumes donnent de la minceur, de la santé. Et en fait, ce sont des représentations masculines et féminines de la nourriture. Et si les femmes mangent plus de légumes que les hommes, c'est parce que derrière, on a fait passer les légumes pour étant plus féminins que la viande. Donc, c'est important aussi de le poser parce que... Les patates, c'est des légumes ou pas? Ouais. Les frites, allez. Ouais, voilà. Voyez, moi, je viens du Nord, non. Non, mais j'entends ce que vous dites et je peux comprendre, même si moi, ça me touche pas directement, entre guillemets. Pourquoi vous faites de la politique, Sandrine Rousseau? Pour changer le monde, parce que là, on a... je rappelle quand même qu'on a 7 ans pour atteindre 1,5 degré, qu'au-delà d'un 1,5 degré, on est dans une situation qui devient chaotique parce que imprévisible. Et en fait, on fait mumuse là, on regarde pas, on fait comme si ça n'existait pas. On est dans une situation de danger inouï, c'est-à-dire que l'espèce même humaine pourrait être menacée, et on est là, on s'amuse. Mais on est responsable. Irresponsable, vraiment. Et là, je le pose avec gravité, c'est que aujourd'hui, on préfère nos barbecues, nos SUV, nos bagnoles, nos routes, nos trucs, plutôt que nos enfants, quoi. Faudra leur expliquer un jour. Moi, en tous les cas, je leur expliquerai que je me serais battue. Ça vous met en colère? Oui. Très. Parce que j'estime que vraiment, là, on ne se rend pas compte de ce qui est en train d'arriver. Et pourtant, on le sait. Donc, en fait, on fait exprès de ne pas vouloir voir. Et ça, à un moment, il va falloir poser les responsabilités, quoi. C'est le combat de votre vie, l'écologie? L'écologie, oui. Et puis, derrière, la structure sociale qui nous conduit dans le mur. Donc, le féminisme fait partie de ça, ouais. La COP28, on va parler du féminisme. Mais la COP28, ça sert à quelque chose? La COP28, vous voyez bien que toutes les photos, c'est que des mecs, qu'il n'y a pas une femme. Mais non, mais c'est par hasard. Il y a Pouyanné, Pouyanné, le patron de Total, dans la délégation française. Franchement, c'est un sketch. C'est scandaleux, c'est un sketch. C'est honteux. Donc, ce qu'il en ressort ce matin, parce qu'on est mercredi. C'est rien. Il n'y a rien dans cet accord. On va baisser de 5% nos émissions de gaz à effet de serre selon les promesses. Il n'y a rien. Quand est-ce qu'on agit? On est shooté au pétrole. On est shooté. On a tout. Mais il faut aider dans ces cas-là. Parce que, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de politique publique. On peut prendre des voitures électriques, et encore, on pourra en parler. On peut prendre des voitures électriques, on peut prendre des transports en commun. Enfin, vous êtes à Paris, alors vous êtes du Nord, mais là, vous êtes à Paris à l'Assemblée nationale. Vous voyez que c'est une galère, hein, les transports en commun. Une galère, ça coûte cher. Donc, en fait, oui, on peut faire plus, toujours plus. Moi, je sais qu'il y a 10 ans, j'étais beaucoup moins écolo qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si je le suis encore vraiment complètement. Je ne vous demanderai pas donner votre avis parce que j'en sais absolument rien. Mais il faut aider, ça coûte cher l'écologie. Hein. On estime que pour faire toute la transition, pour une classe moyenne, c'est 1 an de salaire. Donc évidemment que ça coûte énormément cher. Et évidemment que personne n'a les moyens de faire ça, que personne n'a l'argent pour faire ça et que du coup personne n'a la volonté de le faire. Mais il y a l'aspect de politique publique et il y a l'aspect individuel. Et ce qui nous manque, c'est des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on estime qu'il nous faudrait à peu près 60 milliards d'euros par an pour développer les transports en commun, faire en sorte qu'on isole les bâtiments, relocaliser l'économie, etc. Bon, 60 milliards. Pour l'instant, on n'en met même pas un dixième. Voilà.
Et puis après, il y a les gestes individuels. Et en fait, les deux se nourrissent. C'est-à-dire, tant que les Français, par exemple, ne montrent pas par leurs gestes individuels leur volonté d'agir, derrière, il n'y a pas les politiques publiques. Et s'il n'y a pas les politiques publiques, les gens disent « Ah regardez, on ne nous aide pas, donc on ne fait pas ». Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Et moi, je me dis toujours, je le pose comme ça, mais quand mes gamins étaient petits, je les bordais, je leur faisais un bisou, je leur lisais une histoire et je faisais en sorte que, j'espérais qu'ils aient une vie heureuse, mais ils n'auront pas une vie heureuse si on laisse les choses faire là. Donc on se bouge en fait. Maintenant, c'est de notre responsabilité. Mais vous n'arrivez pas à vous faire bouger les choses en étant député. Pas vous à titre personnel, mais en général, ça sert vraiment à quelque chose. Ça sert vraiment à quelque chose la politique. Vous qui êtes arrivé il y a presque 2 ans, si je ne me trompe pas, presque, au mois de juillet prochain, vous avez l'impression que vous avez réussi à faire bouger les choses. Vous allez vous représenter en 2027, vous vous dites que ça sert à quelque chose. La politique sert à rien, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Vous êtes pour les actions un peu fortes? On entend des Camille Etienne, des militantes écolos qui disent, bien sûr. Il faut passer. Oh, mais bien sûr, je vais les soutenir à chaque fois qu'ils sont arrêtés dans tous les commissariats. Je connais tous les locaux de garde à vue de Paris. Bien sûr, mais il faut les soutenir. Ils font des trucs hyper intéressants. Mais c'est toute une société qui a bougé. Je sais pas comment le dire, mais en fait, c'est comme s'il fallait regarder, scanner sa journée et se dire qu'est-ce que je dois changer dans ma journée. Et vous verrez qu'en fait, pour atteindre les 2 tonnes par personne, il faut quasiment tout changer, quoi. Vous prenez encore l'avion, vous? Non. Pas du tout. Ça fait 10 ans que je ne l'ai pas pris. Vous avez jamais été à l'étranger, jamais découvert le monde? Vos enfants, vous me parlez de vos enfants? Je l'ai fait avant un peu et puis j'ai arrêté il y a 10 ans. Vos enfants, ils sont écolos comme vous? Mes enfants, ils le sont même encore plus que moi. D'accord. Ah ouais? Mes enfants, il y en a 2 sur 3 en tous les cas qui vivent tout à fait hors de la société de consommation. Ils consomment rien, jamais. D'accord. C'est assez fascinant. Ouais. Ah ouais, c'est fascinant. Et comment ils vivent alors, juste par curiosité? Ils vivent dans d'échanges, de dons, de seconde main, d'Emmaüs, de choses comme ça. Mais en fait, ils ont vraiment, ils sont hors société de consommation. Ok, sans transition, désolé. Hein. Vous savez que vous avez un rapport avec Gérard Depardieu? Ah, oula. Un seul. Which one? Vous avez eu tous les deux votre complément d'enquête. Ah. D'accord. C'est ça le point commun, vous devez être rassuré. Okay, d'accord. Ouais. Non, mais vous l'avez vu le complément d'enquête? Moi j'ai vu le vôtre, bien entendu. Je l'ai vu. C'est un mauvais souvenir votre complément d'enquête ou pas? Ah oui. Ouais. Ouais. Mais même c'est un complément d'enquête qui s'ouvre sur la figure de mon père qui dit peut-être on a fait des erreurs d'éducation. Je trouve que c'est grave en fait. Pour une femme politique, c'est grave. Vous leur en avez voulu? Vous leur avez dit? Ah oui, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il n'y a aucun homme politique à qui on demande, dont on demande à la mère si elle a fait une erreur d'éducation, quoi. Ça va, en fait. Ça va. On mesure un peu le niveau de sexisme qu'il y a là-dedans et de misogynie, mais je serai femme politique et je serai leader politique, et quelle qu'en soit l'opinion de mon père, quelque part, c'est pas le sujet. Vous avez voulu à votre père qu'on lui pose cette question? Pas du tout, mais pas du tout. Moi, je ne veux pas du tout à mon père, genre aux journalistes qui m'ont posé cette question. Bon, en tout cas, c'est intéressant parce qu'on a appris à mieux vous connaître. Alors, il y a eu des polémiques et je pense qu'on y revienne. Vous en avez parlé 1000 fois. Je vous parlais de Gérard Depardieu. Vous avez vu le complément d'enquête? Oui. Il est horrible. Franchement, et Gérard Depardieu et complément d'enquête, c'est terrible en fait. Ça participe aussi peut-être aujourd'hui à libérer la parole et à dire il faut les montrer du doigt, ces gens-là. Ça participe à déconstruire des figures qu'on aimait, qu'on adorait, qui ont été construites comme des stars et qui se sont senties dans une impunité totale. Et là, aujourd'hui, c'est la fin de l'impunité. Je peux vous dire qu'il y en a plus d'un qui flippe. Ah bon? Ouais, vraiment. Et c'est tant mieux. Parce que c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible de faire ça aux femmes. Je suis d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est dégueulasse, clairement. C'est dégueulasse. Je rappelle qu'en France, il y a juste 0,6% des viols qui sont condamnés. C'est un crime. Je veux dire, s'il y avait 0,6% uniquement des crimes de sang, des meurtres qui seraient condamnés, il y aurait la révolution, il y aurait tout le monde dans la rue en disant c'est scandaleux, la justice passe pas, la police inefficace, il y aurait une révolution citoyenne. Là, 0,6%, et parce que ça touche les femmes, on n'en a rien à faire. Peut-être qu'on les aide pas aussi à témoigner, les femmes. On ne parle pas de ces 0,6, c'est compliqué quand même d'aller témoigner, d'aller dire qu'on a subi un viol aujourd'hui en France. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a subi un viol, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, même s'ils sont minoritaires, il y a quand même aussi des hommes qui ont vécu des viols, surtout dans l'enfance.
quand on dénonce un viol, les questions qui reviennent tout le temps, c'est pourquoi t'étais là, pourquoi tu t'es pas défendu, il suffisait de lui mettre une claque et puis c'était bon. Enfin non, en fait, quand on pose la question comme ça, si vous arrivez le matin et que vous me dites on m'a volé ma voiture, je vais pas vous dire pourquoi t'as choisi une voiture verte. Elle se voit sur le parking, pourquoi tu l'as choisie verte? On dit, mon pauvre, je vais t'aider, t'as besoin d'une voiture de prêt, si tu veux, je te prête la mienne. C'est ça qu'on dit. Alors qu'aux femmes victimes de violences sexuelles, on leur dit, mais pourquoi t'as pas déposé plainte? Est-ce que t'es sûr que... Pourquoi t'as pas parlé? Pourquoi t'as pas donné une gifle? Pourquoi... Bon, et en fait, encore une fois, il n'y a que pour ces crimes-là. Et c'est une manière de mettre la culpabilité sur les femmes. Mais c'est fini. La culpabilité sur les femmes, c'est fini. Et maintenant, on passe à une autre ère qui est qu'on ne peut pas abuser des femmes, on ne peut pas prendre, utiliser et jeter le corps des femmes comme on le souhaite, même quand on est une star mondiale. Eh bien, tant mieux, ça fait du bien. C'est quoi être féministe, selon vous? J'ai cherché la définition là avant de venir, parce que je pense savoir, en tout cas j'ai mon idée, mais je me suis dit que j'allais vous demander à vous directement, c'est quoi être féministe? Être féministe, c'est... changer les rapports sociaux et faire en sorte que les femmes ne soient pas en charge de tout et les hommes en responsabilité de rien. J'entends, mais là c'est une généralité que vous me faites quand même. Mais non, mais quand aujourd'hui, toute la structure sociale est fondée sur le travail gratuit des femmes à la maison, sur le fait qu'on puisse utiliser ces femmes, y compris dans les sphères du travail, sur des emplois de services à domicile, de dons aux personnes, le fait que les femmes soient moins payées de 25% par rapport aux hommes. Voilà, enfin... Et tout est construit autour du fait... Tout le monde est construit autour des hommes. Tout est construit autour des hommes. Tout le temps, partout. De la ceinture de sécurité de la voiture à la Coupe du Monde, au JO, à la sphère domestique, à la justice, à la police, tout. Partout, tout le temps. Enfin, c'est incroyable. Là, on est à l'Assemblée nationale. Il y a des portraits d'hommes députés partout. Ouais. Il y a que 2 femmes qui sont représentées. C'est Louise Michel et Simone Veil. Il y en a aucune des 2 qui a été députée. Ça veut dire qu'aucune des députées femmes de cet hémicycle n'a eu les honneurs de la République. Oui, mais quand vous allez dans les ministères de la République, vous avez les photos des ministres et des ministres femmes ou hommes. Je suis allée, là, il n'y a pas longtemps, dans le ministère des Relations avec le Parlement, de Franck Riester. Il n'y avait pas une femme. C'est encore un lieu où il n'y a encore eu aucune femme. Aucune femme. Et donc, ça veut dire quoi, être féministe? En fait, ça me dérange que vous dites que vous faites une généralité. Moi, je prends mon exemple encore parce que vous me parlez de vous et je vous en remercie. Moi, je me sens pas concerné quand vous dites ça. Je suis désolé. Hein. Alors peut-être que je me trompe. Je participe, j'essaye de faire le maximum. J'ai encore plein de progrès à faire, c'est certain. Mais j'essaye de faire le maximum pour intégrer. J'ai une petite sœur, je l'adore. Et j'essaie de la pousser parce que je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est plus dur pour une femme de réussir. Que c'est plus dur pour une femme d'être payée au même salaire qu'un homme, d'être considérée. En revanche, on ne peut pas dire que tous les hommes sont comme ça, parce que nous-mêmes, ça va nous décourager. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le grand truc qui revient tout le temps, c'est de dire tous les hommes sont pas comme ça, toutes les femmes sont pas comme ça, évidemment. Évidemment. Mais pour autant, vous faites partie d'une catégorie sociale, en fait. Et en cela, naître homme aujourd'hui, c'est ne pas avoir peur dans la rue, par exemple. Mais ça, je suis pas d'accord avec vous. Balade. Aujourd'hui, les enfants qui naissent aujourd'hui, attention, ça sera jamais plus dur. En fait, j'en sais rien, je peux pas juger. Et je suis d'accord avec vous sur le fait que être une femme, avoir 20 ans aujourd'hui en France, c'est sans doute et certainement plus compliqué que d'être un homme. C'est certain. Mais je vais peut-être vous surprendre, mais quand je parle avec mes copains qui vont avoir des enfants, ils me disent tous, moi j'ai peur d'avoir un petit garçon parce que je sais pas comment je vais devoir l'élever. Vous comprenez ce que je veux dire? Exactement comme votre fille. Et c'est pas vrai que les hommes n'ont plus de privilèges. Enfin, c'est pas ce que je dis. Hein. C'est pas ce que je dis par rapport aux privilèges. Je dis pas ça par rapport aux privilèges. Je dis par rapport au fait de savoir comment il faut faire attention à se tenir, pas aller trop loin, pas dépasser les bornes. Alors c'est peut-être bien, mais est-ce que c'est pas des fois trop? C'est ça ma question. Mais
Enfin, les femmes se sont jamais posé cette question, par exemple. Et le consentement, c'est quelque chose d'assez simple à obtenir. Il faut, je vous parle pas du consentement. Il faut affirmer un oui. Et comment il faut se comporter? Il faut se comporter en dehors de rapports de pouvoir vis-à-vis des femmes. Et c'est assez simple en réalité. C'est-à-dire que... je ne sais même pas comment le décrire, tellement ça me semble assez évident. Et ne pas utiliser ces privilèges d'hommes, c'est en avoir conscience et lutter contre aussi. C'est-à-dire, c'est être... encore une fois, savoir qu'on gagne 25% de plus, savoir que toutes les fonctions de pouvoir sont déclinées au masculin, que mais regardez même, votre vie sera... on vous considérera d'entrée comme possiblement en leadership, comme possiblement en capacité de gagner de l'argent, de fonder une famille, etc. Alors que les femmes sont envoyées en permanence au fait que leur place est incertaine, est-ce qu'elles vont avoir des enfants, est-ce qu'elles peuvent subir des violences, je sais pas, en fait, c'est assez simple, quoi. C'est assez simple. Ma question est complètement... Non, mais je suis triste de cette question, en vrai, parce que... Quand est-ce que vous allez en prendre conscience, en fait? Mais je vous le dis de manière un peu provocante. Non, mais... Quand est-ce que vous allez prendre conscience de vos privilèges, les amis, là? Je vous ai dit au début de ma question, et au début de mon interrogation, je vous ai dit, vous avez raison. Mais on n'est pas tous comme ça. Et moi, j'en ai pris conscience. Mais si, je vais le dire de manière différente pour peut-être dénouer certaines choses. C'est que moi, par exemple, en tant que femme blanche, j'ai des privilèges. Je suis dominante par rapport à une femme noire qui, par exemple, fait le ménage dans le couloir, si on reprend cet exemple-là. Donc, je suis évidemment dominante. Mais ça, je ne l'ai pas choisi. C'est-à-dire, je suis née blanche, je n'ai pas choisi ma couleur de peau. Et donc, ma position sociale aujourd'hui, c'est celle-ci. Mais le fait d'en avoir conscience, ça change totalement les rapports humains. C'est-à-dire que... Et cette place de femme blanche dominante, elle ne me permet pas de tout voir, de tout comprendre de la position que peuvent avoir des femmes en précarité, des femmes noires, etc. Mais ma responsabilité est d'essayer en permanence de comprendre. Et en fait, c'est ça, moi. En tous les cas, je prends ma position dominante que vous avez sur un autre domaine, comme étant une place de responsabilité où je me dois d'essayer de comprendre en permanence quels sont ces rapports de domination. Je trouve ça en fait, je le fais. Et donc, si moi, je le fais en tant que femme blanche, je pense que vous pouvez le faire en tant qu'homme. Et en fait, ce truc que les hommes renvoient en permanence, c'est mais pas tous les hommes, mais pas moi, mais machin. Mais oui, mais il y a la modestie aussi d'essayer de comprendre en réalité. Mais on le fait, nous, les hommes. Et puis, certains hommes, pas tous, j'en conviens. Pas tous, j'en conviens. Mais est-ce que c'est pas des fois... Baptiste Beaulieu qui a fait un truc génial. Baptiste Beaulieu qui est médecin généraliste et auteur, et auteur, et qui a fait une interview là dans Libé que je trouve géniale, où il dit moi j'ai honte des hommes quand je vois les femmes dans mon cabinet, ce qu'elles me racontent de tout ce qu'elles vivent, etc. Et il me dit, quand j'en parle à d'autres hommes, on me dit ouais, mais pas moi. Pas tous les hommes, pas moi, etc. Et il a cette réponse que je trouve assez formidable. Il dit, je reproche aux hommes d'être égoïstes, de ne penser qu'à eux et du coup de négliger les femmes avec lesquelles ils vivent, etc. Et ils me répondent, pas moi. Donc dans ces cas-là, ouvrons un peu le débat et posons les questions en termes de qu'est-ce que je peux faire en fait encore. Ça, je suis d'accord parce que ça n'est pas vrai. Parce que ça n'est pas vrai que vous avez tout de parfait et ça n'est pas vrai que moi j'ai tout de parfait. Donc la question que je pose par exemple dans les mouvements antiracistes, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus. Et d'ailleurs je vais vous dire souvent des baffes. Et à raison, parce que souvent il y a des personnes racisées qui me disent mais là t'as eu une attitude qui est dominante ou qui est pas conforme ou qui est pas déconstruite. Et voilà, et au moment où je me dis oui, moi aussi je suis vexée. Et en fait après je réfléchis et elles ont raison. Donc c'est ça en fait le processus pour aller vers l'autre. Je suis d'accord avec vous, ça vous a énervé. Non, je vous dis pas moi. Est-ce que ça vaut pas plus le coup de dire si c'est pas toi, aide-nous alors dans ces cas-là. Si c'est pas toi, si t'es pas comme ça ou tu estimes que t'es pas encore parfait. Ça vous a énervé cette question-là que je viens de vous demander, ça vous a... Oui, parce que je suis renvoyée en permanence à ça, c'est pas tous les hommes, pas tous les hommes, pas tous les hommes. Enfin, il y a quand même... c'est ce que je réponds aussi souvent, c'est que c'est vrai que c'est pas tous les hommes, c'est évidemment et heureusement, mais c'est quand même suffisamment d'hommes pour que toutes les femmes soient touchées. Donc ça veut dire qu'on a un problème. Qu'on a un problème, on a le même constat. On parlait de féminicide.
Alors, c'est compliqué ça à aborder. Sur ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre. Oui. Alors, la guerre à Gaza israélo-palestinienne, on pourra en parler, et c'est terrible ce qui se passe dans les territoires palestiniens, à Gaza, en Cisjordanie aussi d'ailleurs. Ce qui est en train de se passer, c'est terrible, on pourra en parler si vous le souhaitez. Mais comme on parle de féminicide, j'avoue que j'ai été un peu traumatisé sur le 7 octobre et sur ce qui s'est passé, sur les exactions, les meurtres, mais aussi sur les viols. Et qu'on ait mis du temps dans la société, en France, à en prendre conscience. Alors il faut toujours du temps, remarque, pour que les histoires remontent, donc c'est aussi un peu normal, mais qu'on ait mis autant de temps et que le jour de la journée de la manifestation de lutte contre les violences faites aux femmes, des femmes qui voulaient manifester leur soutien, vous y étiez. Je dis pas que vous avez participé à pas leur permettre de manifester, parce qu'en plus vous avez réagi, vous, à titre personnel, mais des femmes qui ont voulu manifester, avoir un mot, une tendresse pour ces femmes-là qui ont été tuées, violées, le 7 octobre, on leur a demandé de se décaler. C'est quand même incroyable en vrai, c'est quand même fou. Pourquoi ? Oui, c'est pas acceptable. Et alors, je tiens à préciser que moi, j'avais appelé Olivia Catane, qui était l'autrice, la co-autrice avec Yael Mellul, de la première tribune dénonçant le féminicide de masse et les viols du 7 octobre. Elle m'avait demandé de signer et j'ai fait partie des premières signataires. Et donc Olivia Catane m'avait raconté les tensions qui se déroulaient dans le cortège du 25 novembre et le fait qu'il leur avait été conseillé de ne pas mettre les portraits des femmes violées et assassinées lors du 7 octobre. Et j'avais demandé à Olivia Catane en lui disant est-ce que, d'après vous, il est mieux que je n'y aille pas ou est-ce qu'il est mieux que j'y aille et que je dénonce la chose ? Et d'un commun accord, nous avions convenu qu'il était mieux que j'y aille et que je dénonce les choses, ce que j'ai fait. Du coup, j'ai été fidèle à la promesse que je lui avais faite. Donc voilà, j'ai fait ça, mais je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait en inconscience de ce qui était en train de se passer. Je l'ai fait au contraire avec la conscience de ce qui se passait et pour dénoncer ce qui se passait. Mais pour le coup, je vous fais aucun reproche parce que je vous le dis, vous l'avez fait. Alors vous l'avez fait le 22 novembre, mais il faut du temps pour que les. Non, la tribune, je l'ai fait au début. J'étais des premiers signataires et c'était juste après le 7 octobre. D'accord. Mais alors pourquoi il y a ce malentendu dans le féminisme français sur cet événement-là, sur cette manifestation-là ? Pourquoi il y a ce malentendu ? Honnêtement, et sans être honnête, c'est parce qu'il faut pas, parce que c'est des Israéliennes, parce que c'est des Juives. Je pense que oui, il y a un sujet autour du fait que parce que elles sont juives, il y a une espèce de suspicion derrière la parole de celles qui se sont exprimées. Et ça ne va pas en fait. Mais on observe la même suspicion sur la parole de femmes qui s'expriment quand elles ont d'autres discriminations, par exemple. Donc en fait, pour moi, on est là au cœur du sujet, c'est que on doit s'entraider et dénoncer les violences que nous subissons, quel que soit l'endroit où nous sommes en fait. Et évidemment que les femmes attaquées le 7 octobre ont été particulièrement ciblées, ont subi des violences sexuelles et aussi il y a eu quelque chose de l'ordre d'une sorte de ce qu'on appelle l'overkill, c'est-à-dire que dans les meurtres conjugaux, c'est-à-dire dans les féminicides, souvent les femmes ne sont pas tuées d'1 ou 2 coups de couteau, elles sont souvent tuées de 150 coups de couteau ou de 200 coups de couteau. Et c'est ce qu'on appelle l'overkill, c'est-à-dire qu'en fait il y a un geste qui tue au-delà de la mort, c'est-à-dire qu'il y a un acharnement au-delà de, même quand la personne a perdu la vie, il y a un acharnement à détruire la personne. Et en fait, ça s'est vu lors du massacre du 7 octobre. C'est pour ça qu'il fallait dénoncer cette chose. Vous êtes inquiète dans le monde dans lequel on vit. On parle de cette guerre là-bas, en Israël et dans les territoires palestiniens. Vous êtes inquiète ? Oui, je suis inquiète parce que je pense aussi que notre incapacité aujourd'hui à dénoncer ce qui se passe à Gaza nous met en fragilité en vérité, parce que là l'Europe par exemple a un rôle à jouer pour dénoncer ce qui se passe à Gaza, pour arrêter ce qui se passe à Gaza et pour arrêter l'espèce de folie meurtrière dans laquelle est entré Israël. Et ça, je pense qu'il faut le poser. Le gouvernement d'Israël était un gouvernement d'extrême droite, avec la pire extrême droite qui puisse exister. L'attaque du 7 octobre a montré une défaillance des services de sécurité israéliens
et du système de protection d'Israël vanté par Benjamin Netanyahou. Et donc, en fait, Netanyahou a comme objectif de faire oublier aussi sa propre défaillance. Et il fait oublier sa propre défaillance en surimposant la force et des frappes indifférenciées sur Gaza. Et ça n'est pas possible parce que sur Gaza, il y a aussi 70% des victimes qui sont des femmes et des enfants. Parce qu'évidemment, quand il y a des conflits ou quand il y a des catastrophes naturelles, à chaque fois, les femmes et les enfants sont les premières victimes. Donc en fait, là, le fait que la parole européenne ne soit pas à la hauteur de l'enjeu sur Gaza, sur la paix entre Israël et Palestine et évidemment sur la libération des otages, eh bien, ne nous permet pas d'être sereins sur l'avenir. Parce que je pense que se joue là quelque chose de l'ordre d'une bascule dans le monde, non pas d'une guerre de civilisation, mais d'une bascule. C'est-à-dire de quelque chose où l'Occident se montre insensible à certaines morts par rapport à d'autres. Et ça, vous avez ce sentiment-là? Enfin, je pense en tous les cas qu'une partie du monde le perçoit comme ça. Et ça, nous devons absolument corriger cette impression parce que ce deux poids, deux mesures aujourd'hui nous nuit. Vous trouvez qu'il y a un deux poids, deux mesures quand on voit l'ONU qui vote l'année dernière, qui demande un cessez-le-feu humanitaire, concrètement? Même en France, vous trouvez qu'il y a un deux poids, deux mesures? Moi, je trouve que... On est 2 mois après. Hein. Oui, on est d'accord, mais on est 2 mois après. Parce que vous dites que le gouvernement israélien est d'extrême droite, vous avez raison, élu par les Israéliens, surréagit, sans doute, vous avez raison aussi, mais il ne fait pas que surréagir pour cacher la défaillance. Il surréagit aussi, ou il réagit peut-être, pour pas que ça arrive une deuxième fois. Il va chercher le Hamas. Alors, bien évidemment, et vous avez raison, il y a beaucoup de victimes civiles. Beaucoup de victimes civiles. On est dans une guerre, il y a beaucoup de victimes civiles et c'est terrible. Quand on voit les images, elles sont terribles. Mais il ne fait pas que cacher la défaillance. Peut-être qu'ils ont peur que ça arrive une deuxième fois. Oui, mais la question qu'on ne pose pas à Israël, c'est quel est votre but? Quel est votre objectif? Ils l'ont dit, éliminer le Hamas. Mais ça veut dire quoi, éliminer le Hamas? Est-ce que ça veut dire éliminer uniquement les dirigeants du Hamas? Et dans ces cas-là, ils ne sont pas tous dans la bande de Gaza. Ils sont tous ailleurs, vous avez raison. Ou est-ce que c'est tuer des supports populaires au Hamas? Dans ces cas-là, il faut quasiment évacuer la population de Gaza. Est-ce que c'est de faire en sorte que Gaza soit sous contrôle israélien? Mais moi, je voudrais qu'on pose... Objectivement, je crois pas. Je voudrais qu'on pose cette question et je voudrais qu'on demande aussi à Israël quelle est la limite qu'ils s'imposent dans l'atteinte de leur but. Et en fait, la limite jusqu'à présent, c'est quand même le droit international. Et là, le droit international a été plusieurs fois... bafoué. Donc en fait, on se doit de revenir à ce qui fait aujourd'hui la trame de notre vivre ensemble mondial, je ne sais pas comment le dire, mais enfin, voilà, des règles mondiales, c'est le droit international. Donc on doit revenir au droit international et sur Gaza, il faut qu'il y ait des journalistes, des membres de la CPI, de la Cour pénale internationale qui soient présents, qui viennent évaluer, etc. Et qu'on retrouve, et c'est comme ça aussi qu'on libérera les otages. C'est comme ça aussi qu'on libérera les otages. Dernière question, vous n'avez pas le sentiment qu'ils se défendent, les Israéliens? Parce qu'on parle très peu des roquettes qui arrivent, parce qu'il y en a plein, tous les jours. Je dis qu'ils se sont défendus, mais là, on est au-delà de la défense. Et donc, ça veut dire qu'on continue à laisser venir les roquettes et on arrête... Parce qu'a priori, la Hamas ne veut pas s'arrêter. A priori. Non, mais là, on est dans une guerre Hamas-Israël, mais on est surtout dans une... Enfin... On peut dire qu'Israël est uniquement dans la défense. Mais dans ces cas-là, on ne met pas le même respect des vies palestiniennes que de celles d'Israël. Et c'est pas possible, en fait. Non, mais oui, mais je vous dur quand même de dire ça. Mais bon, après, je peux comprendre ce que vous dites. Hein. Non, mais et encore une fois, j'ai dit qu'Israël avait été victime d'un acte terroriste, que le Hamas était une organisation terroriste. J'ai soutenu les femmes israéliennes, etc. Maintenant, il y a quand même une limite au bombardement incessant qui se déroule sur la bande de Gaza. Et comment on fait cette limite? Eh bien, c'est aussi en limitant le droit à la défense. Je rappelle qu'après le World Trade Center et après l'attaque des tours aux États-Unis, eh bien, les États-Unis avaient envahi l'Irak et nous avions condamné cela. On n'y avait pas participé. On n'y avait pas participé et on avait condamné cela. Et aujourd'hui, on est content de l'avoir condamné, cette invasion irakienne. Et donc là, je pense qu'il nous faut revenir... C'est pas la même situation.
C'est pas la même situation. Vous voyez, il y a quand même une attaque le 7 octobre, on a été chercher les gens chez eux, il y a une attaque, il y a une déclaration de guerre. Or, et vous avez raison, en 2001... l'attaque des World Trade Center. Oui, mais c'était pas une déclaration de guerre d'un ennemi, entre guillemets, identifié. Ils ont été un peu battant guerre, les Américains, à ce moment-là. Là, vous avez... Mais non, mais c'était l'État islamique à l'époque. C'était l'État islamique à l'époque. C'était Ben Laden. C'était un réseau terroriste. C'était un réseau terroriste. Bon, voilà. Est-ce que... en fait, moi, ce que je crains, c'est qu'à force d'avoir un bombardement indifférencié, ce qui risque de se passer, c'est que finalement, le Hamas soit encore plus soutenu par la population palestinienne qui ne l'était avant. Et en fait, qu'est-ce qu'on aura gagné à faire ça? Alors, vous avez raison. Qu'est-ce qu'on aura gagné? C'est passionnant, on passe à un autre sujet, il restera 5 minutes. Vous avez raison, mais dans le même temps, si les Israéliens ne répondent pas, je vous le dis, de l'autre côté, vous allez créer une génération de jeunes Israéliens, pareil, d'extrême droite, qui diront, en fait, on nous défend pas, on les défend. Et par ailleurs, elle existe déjà. Elle existe déjà, et vous avez raison, mais ça veut dire qu'on peut encore plus faire durcir. Donc le problème. Non, mais c'est pour ça que le système n'est pas simple. Ouais. Non, mais, je veux dire, s'il y avait une solution simple, on l'aurait déjà trouvée. Donc là-dessus, on va s'accorder. Ouais. Et par ailleurs, il y a une jeunesse israélienne ultra qui d'ailleurs attaque actuellement la Cisjordanie, qui essaye de reconquérir du territoire en Cisjordanie. Donc en fait, on est dans une situation qui n'a tellement pas été géré par le monde, on va se dire ça, que en fait, là, on est dans quelque chose qui, objectivement, aujourd'hui, a toutes les difficultés à trouver une voie de sortie. Parce que là, bien malin, qui peut dire ce qui va déboucher de ce conflit? Vous étiez comment à 20 ans? Sans transition encore. Vous étiez comment à 20 ans? Vous étiez déjà écolo, selon vous, féministe déjà? Féministe, ça c'est sûr. Écolo, je pense que je l'ai été plus tard. Je l'ai été un peu plus tard. Féministe, ça c'est sûr. Ouais. Écolo, vous l'avez été à quel âge? Et à l'époque, j'étais étudiante, j'étais fêtarde. Vous l'êtes plus? Vous l'êtes aujourd'hui? J'ai vieilli, donc... Qu'est-ce que vous me posiez comme question? Je fumais des joints. Ah ouais, vous buviez, c'était la fête, quoi. Oui. Et là, aujourd'hui, ça y est? J'étais pas très assidue en cours. Ah ouais? Et là, aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez tourné la page, c'est fini? Non, je peux tourner la page. Je suis contente de regarder celle que j'étais à 20 ans. J'emmène beaucoup mes enfants quand ils sont comme ça, d'ailleurs. Mais non, j'ai pas tourné la page. Mais voilà, avec l'âge, on fait d'autres choses. Et je pense que déjà, à l'époque, j'avais quand même une conscience politique très forte, en fait. Ça laisse du temps d'avoir une vie députée? Très peu, très très peu. Vraiment, c'est horrible. Surtout là, comme il n'y a pas de majorité claire, on travaille du début de la matinée jusqu'à minuit, voire 5 heures du matin. Et on n'a plus ni d'amis, on voit plus nos amis, on voit plus nos amours, on voit plus personne. Et au bout d'un moment, ça devient problématique, y compris pour la démocratie, parce que je pense qu'on exerce bien la démocratie quand on est équilibré. Et là, en fait, le fait que la vie personnelle soit à ce point-là attaquée par la politique génère des déséquilibres. Je pense par exemple aux personnes qui ont des enfants en bas âge, qui souffrent énormément du rythme dans lequel on travaille. Et puis par ailleurs, moi j'ai quand même une règle d'or qui est de ne jamais dépendre uniquement de la politique parce que ça nous rend libres et ça nous permet de regarder nos électeurs et électrices en face et de dire j'ai porté votre voix, quels qu'en soient les risques et quel qu'en soit le coût. Et c'est finalement ce pourquoi nous sommes élus. Et donc pour ça, il ne faut pas dépendre de la politique, il faut aussi pouvoir garder une vie à côté et des capacités à rebondir si la politique s'arrête. Moi, je vous ai connu il y a longtemps, vous étiez porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Et là, vous êtes député, vous avez envie de continuer la politique dans les années qui viennent? Là, en tous les cas, moi, je ne m'arrêterai plus tant qu'on aura le problème... tant que les problèmes ne seront pas ah oui, donc vous n'allez pas vous arrêter. Résolus, je peux vous le dire, vous n'allez pas vous arrêter. Climatiques, etc. Et non, je ne m'arrêterai pas parce que moi, je me suis fait une promesse à moi-même qui est de pouvoir dire à la jeune génération, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Après, je peux pas plus, je peux pas... Voilà, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et en conscience, je me suis battue pour que votre monde soit vivable. 2 dernières questions et je vous laisse partir. Le ministre le plus sympa. Il y a un ministre qui est sympa ou pas? On a compris Gérald Darmanin, c'est pas votre tasse de thé. Non, il y en a pas beaucoup, j'apprécie beaucoup. Mais bon, allez, on va dire, même s'il n'est pas du tout écolo, horrible, Hervé Berville. Le ministre de la Mer? Oui.
Il est sympa, vous parlez avec lui Bon, disons que c'est le seul avec lequel j'ai un peu parlé. Avec Véran aussi, les deux seuls avec lesquels j'ai un peu parlé. Dernière question, je voulais vous parler de la NUP. Oui. D'ailleurs, on dit NUP ou NUPES? On va dire NUPS. NUPS. D'ailleurs, on va le dire encore ou c'est fini? Ah ben j'espère bien qu'on va le dire encore. Mais c'est compliqué là quand même, franchement. Ça dépend de l'endroit où on regarde. À l'Assemblée, on a tout voté ensemble. Là, les derniers textes, il n'y a même pas eu l'ombre d'une hésitation. Donc, non, moi, je pense qu'il y a l'écume et puis il y a le fond. Et sur le fond, on est toujours en phase. Et donc, il faut qu'on continue cette aventure parce qu'en fait, on doit aux personnes de gauche, de cœur à gauche et qui voudraient vraiment avoir une petite lumière au bout du tunnel. Voilà. Ouais, mais avec Jean-Luc Mélenchon aussi, qui n'est pas député d'ailleurs. Okay. Jean-Luc Mélenchon, il est là. Moi, ça me fait rire quand on dit sans Jean-Luc Mélenchon, mais je sais pas, vous voulez le cryogéniser et vous voulez en faire, il est là, il est présent, c'est un homme politique qui a une histoire et qui. Et donc voilà, il faut faire dans le contexte dans lequel nous sommes et il faut qu'on trouve les voies et moyens pour s'unir et pour gagner. Ouais. Ça existe toujours la gauche? Bien sûr. Vive la gauche. Merci beaucoup Sandrine Rousseau. Merci de nous avoir accueillis, c'était très intéressant et. Puis en plus, vous avez pas fait de langue de bois. Donc c'est non, mais vraiment, c'est pas toujours le cas. C'est ça d'ailleurs qui fait que je dérange des choses. Peut-être. Merci à vous, à bientôt. Merci.